Oui, je suis super content. Regardez, c'est ma troisième fois au Ch'ti Jug. Donc je suis content. Et j'ai pas changé, je suis toujours chez Elastic depuis 2013. Donc ça fait longtemps. Et là, ce soir, je vais vous parler de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a fait pour les moteurs de recherche et est-ce que ça ouvre les portes d'une nouvelle ère? Spoiler alerte, oui. Et puis on va parler de tout ça. Donc, on va suivre cet agenda. Je vais vous présenter d'abord la recherche classique et puis quelles sont les limitations aujourd'hui de la recherche classique. Et puis l'arrivée des modèles de machine learning, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a introduit et comment on utilise ça. Ce qui nous fera arriver sur la recherche vectorielle dans Elasticsearch. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur et comment fonctionne la recherche vectorielle, comment on fait ça dans Elasticsearch et la recherche hybride quand on veut mélanger la recherche classique avec la recherche vectorielle, ce genre de choses. Et ensuite, qu'est-ce que l'arrivée de ChatGPT et autres LLM ont changé dans le spectre et on va couvrir tout ça. Pendant la session, de temps en temps, il y aura un petit bandeau où il y a écrit commercial sur les slides. Ça veut dire que je vous parlerai d'une feature qui est dans la version payante d'Elastic. Mais en dehors de ça, tout ce que je vais vous montrer quasiment est dans la version gratuite. Les démos que je vais faire aujourd'hui sont dans les versions gratuites. Donc voilà. Alors on va commencer. Elasticsearch. Qui connaît Elasticsearch? Qui connaît? Ouais. Allez, on va faire qui connaît. Plein. Donc il y en a qui ne connaissent pas Elasticsearch. Elasticsearch est basé sur Apache Lucene, bibliothèque hyper performante à laquelle on contribue beaucoup, j'en parlerai tout à l'heure, mais tout ce qui est la recherche vectorielle dans Lucene a quasiment été apporté par les équipes d'Elastic. Et quand on fait de la recherche dans Elasticsearch, on va faire en fait de la recherche dans Lucene. Alors, est-ce que vous connaissez cette petite phrase? Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez. Donc en anglais, c'est ça. These are not the droids you are looking for. Je vais prendre ça comme exemple. Quand on veut indexer ce texte, en fait, on va passer par un analyseur de texte. Et un analyseur de texte, c'est ce que vous voyez ici sur cette API. Ça va être composé de différents éléments. Une partie qui va être du filtrage de caractères, donc par exemple pour enlever tout ce qui est balise HTML. Ensuite, un tokenizer, c'est celui qui va être chargé de fabriquer des tokens. Donc par exemple découpé aux espaces, aux symboles de ponctuation ou autre, ce genre de choses. Et puis ensuite, pour chacun des tokens qui ont été fabriqués, on va les faire passer par des filtres. Et ici, par exemple, passage en minuscule des tokens. Stop word, c'est on enlève les mots courants de la langue anglaise. Là, c'est configuré en anglais par défaut. Et snowball, c'est on va faire du stemming, on va prendre les radicaux des mots, les infinitifs des verbes et ce genre de choses. Et donc cette phrase, these are not the droids you are looking for, quand on l'indexe, en fait, elle devient exactement droid you look. Et ça, c'est ce qu'on indexe dans Elasticsearch aujourd'hui et donc dans Lucene derrière. Le problème de ça, c'est que, premièrement, j'ai perdu la négation. Si je cherche maintenant des droïdes, il va me dire oui, bah, c'est bon, j'ai trouvé, puisque c'est les droïdes que tu cherches. Et non, moi, c'est pas ces droïdes-là que je cherchais, justement. Donc je perds cette notion de sémantique, finalement, et qui est importante. Si je cherche machine, ça ne va pas fonctionner, parce que j'ai indexé droïde. Alors on peut s'en sortir avec des synonymes, ça existe dans Elasticsearch, dans Lucene, mais il faut faire ça, il faut configurer tout ça à la main. Et à la place, peut-être qu'on pourrait faire de la recherche sémantique. Et la recherche sémantique, c'est complètement différent de l'approche qu'on avait par mot, par terme, l'approche littérale. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le but de tout ça, c'est d'arriver à avoir un moteur de recherche demain, ou aujourd'hui, si vous êtes bien en avance déjà, qui, au lieu de poser une question avec des mots-clés X-Wing, Starfighter, Squadron, disent « Ok, je te pose une question, dis-moi quels sont les vaisseaux et l'équipage dont j'aurais besoin pour détruire une étoile noire quasiment finie, et puis est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc caché, une faiblesse cachée que je pourrais utiliser ?» Donc c'est ça l'intérêt. Donc Elasticsearch, vous savez, c'est fait pour faire de la recherche, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est très bien aussi pour faire de la recherche vectorielle. Et donc, c'est ce qu'on va couvrir maintenant. Qu'est-ce qu'un vecteur? Qui connaît ce film? Ça, c'est les personnes les plus âgées de la salle. Ok, ouais, comme moi. Okay. Donc, super film, hein, Airplanes, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, ça va vous permettre de représenter des informations, on va dire, sur vos données, de représenter des notions.
Ici, j'ai pris un axe pour mon vecteur. Est-ce que c'est plutôt réalistique ou est-ce que c'est plutôt un cartoon? Donc j'ai mis Dark Vador à droite et puis Leia à gauche. Donc les coordonnées de mon vecteur, bah, c'est -1 parce que Leia est complètement réaliste et puis Dark Vador c'est complètement un cartoon, donc il est +1. Évidemment, je veux représenter d'autres informations, donc d'autres dimensions sur mes vecteurs. Donc je vais dire, bah, est-ce que c'est plutôt un humain ou une machine? Alors Leia, complètement humaine, oui, donc +1 sur l'axe des Y, on va dire. Dark Vador coupé en deux, bon, allez, 0, on le met à 0. Donc j'ai ces coordonnées. Et l'idée, c'est de rajouter ensuite... Alors là, je ne représente que 2 dimensions, parce qu'évidemment, je ne peux pas faire plus sur un slide, pas beaucoup plus. Mais imaginez que vous avez des milliers de dimensions sur vos vecteurs. Le but, c'est de grouper les données similaires ensemble. Donc là, j'ai les premières coordonnées qui m'intéressent. Et puis, je vais dire, bah, tiens, je vais rajouter Luc. Donc Luc, là, c'est en photo, donc il est réaliste, c'est -1. Et puis, 0,8, parce qu'il a la main coupée. Donc on a enlevé un petit peu quand même. Pas complètement humain. Je rajoute d'autres, Obi-Wan. Alors Obi-Wan sous forme de cartoon, donc +1, c'est ses coordonnées. Et puis enfin, une machine robot, mais forme réaliste, donc -1, -1, par exemple. Le but de tout ça, c'est de faire de la recherche. On est là pour faire de la recherche. Donc si je cherche ce personnage, d'après vous, qu'est-ce qui sort en premier? En haut à gauche, ouais. Donc c'est Leia qui devrait sortir en premier. Oui, pour moi, ça me paraît logique. Là, on vient de faire un exercice visuel. Vous avez vu, on a placé quelque part un vecteur dans notre tête. On l'a dit, ah oui, c'est proche de Leia. Ça devrait être celui-là en premier. On reviendra là-dessus. Le deuxième, le plus proche, ça va être sans doute Luke. Ouais, c'est les deux plus proches. Ensuite, après, je ne sais pas. Honnêtement, entre Obi-Wan et puis la machine, ouais, j'ai l'impression que les deux sont à équidistance, on va dire. Donc j'ai choisi arbitrairement Obi-Wan plutôt que la machine, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'opposé, je vais avoir Dark Vador dans ce que je cherche. Donc faire de la recherche vectorielle, ça consiste finalement à faire ça, mais avec beaucoup plus de dimensions. Alors la question, c'est comment je passe de mon image à ces valeurs, à cette représentation vectorielle. Comment je fais ça? Je vais mettre ne pas déranger, ce sera mieux. Pour ça, vous allez utiliser des modèles de machine learning. Donc, il y en a plein sur étagère qui existent, notamment chez Hugging Face. Vous avez Microsoft E5 qui est très bien pour la gestion des langages, même le français, tout ça, ça s'adapte très bien. Pour générer des vecteurs à partir d'images qui représentent ce qu'il y a à l'intérieur de l'image, vous avez Clip d'OpenAI, pourquoi pas. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Donc l'idée, c'est de partir avec des modèles sur étagère. Vous essayez avec ça. Parce que c'est compliqué de se faire un modèle, hein, quand même. C'est pas un truc très facile. Et puis, si ça ne marche pas, vous faites du scoring hybride. On verra ça tout à l'heure dans la présentation. On peut voir si on peut tordre un petit peu et puis faire des recherches hybrides. Et puis sinon, à ce moment-là, il faut que vous fassiez vous-même votre propre modèle de machine learning. Donc, il faut que vous ayez des données labellisées et puis une équipe experte qui soit capable de vous fabriquer un modèle. Je ne sais pas faire, personnellement, mais ça va être très intéressant. Rappelez-vous que le modèle que vous allez utiliser et que vous testez sur votre poste de dev n'est peut-être pas celui qui correspond à la réalité, en fait. Donc, vérifiez bien que le modèle qui fonctionne dans les démos, par exemple, je vais vous montrer une démo tout à l'heure, c'est peut-être pas le bon modèle pour vous. Il faut peut-être vraiment avoir le modèle qui correspond à votre cas. C'est comme si vous vous entraînez en fait toute l'année à courir le 100 mètres, et puis à la fin de l'année, vous dites tiens, c'est bon, je vais faire un marathon. Et ça ne marche pas. Vous n'êtes pas entraîné pour le bon cas d'utilisation, donc là c'est pareil, il faut vraiment trouver le bon modèle pour vous. Alors, on a vu plus ou moins comment générer des vecteurs. Comment on fait une recherche vectorielle? L'idée, c'est qu'on prend nos documents en entrée. Alors, documents, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être de l'audio, ça peut être n'importe quoi. Et puis, vous avez votre modèle de machine learning qui transforme ce contenu en représentation vectorielle, donc ce qu'on appelle les embeddings, parce qu'on va embarquer nos vecteurs dans les documents JSON. Donc ça, on appelle ça des vecteurs denses. On les indexe dans notre moteur d'indexation favori, Elasticsearch. Je suis un peu biaisé. Et de l'autre côté, lorsqu'on fait la recherche, on fait la même chose. On prend la requête, on passe par le même modèle de machine learning. Ça, c'est super important. Il faut passer par le même modèle parce que sinon, ça va donner des trucs qui n'ont aucun rapport entre eux.
Notre requête, on la représente sous forme de vecteur aussi. Et le but du moteur de recherche est de trouver quel est le voisin le plus proche, le vecteur le plus proche qui correspond à ce qu'on cherche. Et donc, ça affiche des résultats. Alors, je vais vous montrer ça avec un petit peu de code dans Elasticsearch. Comment on fait pour indexer des vecteurs dans Elasticsearch? Pour ceux qui connaissent, ça va vous parler. Alors, il y a un petit truc qui est faux, c'est que je n'ai pas mis le nom de l'index, mais c'est juste ça qui change. Donc, j'ai des données qui viennent d'un site marchand, disons. J'ai du texte, et puis j'ai une image. Et quand j'indexe aujourd'hui dans Elasticsearch, ce que je fais, c'est que j'envoie un document vers l'index Elasticsearch, j'envoie un document JSON, ce contenu de JSON est complètement indexé avec Apache Lucene, ce qu'on a vu tout à l'heure, et l'analyse de texte est faite éventuellement. Voilà, enfin, pas mal de choses qui sont faites derrière. Quand je veux faire de la recherche vectorielle, l'indexation vectorielle, en fait, je vais prendre un petit script, par exemple, en Python. Vous pouvez faire du Langchain4j aussi, si vous voulez. D'ailleurs, j'ai contribué au Langchain4j, je suis content. Et donc, vous prenez votre texte, par exemple, la description de votre produit, vous la passez via votre modèle de machine learning. Ça vous génère un vecteur, ce que vous voyez en jaune, là, Desk Embedding. En gros, c'est la représentation vectorielle du champ description voilà, que j'ai mis sous forme de vecteur. Et vous postez ce document-là dans Elasticsearch. Comme vous avez une image, vous pouvez aussi dire je calcule la représentation vectorielle pour l'image. Donc je serai capable de chercher peut-être avec d'autres images équivalentes. Avec la version payante, vous avez la possibilité de faire tourner, il y a des nœuds de machine learning dans Elasticsearch qui tournent dans la version payante, et du coup vous pouvez charger les modèles de machine learning dans Elastic. Et donc, quand vous postez votre document, il est capable de faire l'inférence à la volée. Donc, vous n'avez pas à la faire sur un autre serveur avec un autre process. Vous le faites directement dans Elasticsearch et ça va vous générer automatiquement le vecteur qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne fonctionne pas sur les images et sur tout ce qui est binaire. Ça va fonctionner que sur du texte pour l'instant. C'est une des limitations qu'il y a avec ça. Alors, il y a un petit outil qui s'appelle Eland qui permet de charger votre modèle dans Elasticsearch et de l'importer. Voilà, ça, je vais passer. On supporte un certain nombre de modèles NLP. Donc, l'entité reconnaissance d'entité nommée, par exemple, c'est pas mal ça. Si vous voulez extraire d'un texte, dire ça c'est une ville, ça c'est un pays, ça c'est une personne, ça c'est voilà, autre chose. Classification de texte, par exemple, analyse de sentiment, ça fait partie de ça. Vous voulez savoir si c'est positif, négatif, ou mais peut-être un petit peu plus, c'est moyennement positif, moyennement négatif, ou ce genre de choses. Et puis Text Embedding Model, c'est celui dont on se sert beaucoup. C'est là où on va représenter en fait notre texte en entrée sous forme d'un vecteur qui décrit toute la sémantique du texte. Alors, une fois qu'on a fait ça, comment on recherche des vecteurs? C'est un petit peu le même principe. Je prends mon texte que l'utilisateur a saisi, SummerClause, je le fais passer par le même script Python qu'on avait tout à l'heure, qui me génère un vecteur. Et là, je fais une requête. Donc, c'est l'API underscore search d'Elastic. Et dans ma partie query, je rajoute une query KNN. Donc, ça, c'est comment on peut faire de la recherche vectorielle dans Elastic. Sur quel champ je travaille. Et je lui passe le vecteur que je viens de générer qui représente SummerClause. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on est dans Elastic. Donc, on a accès à tous les outils qu'on connaît déjà. On sait faire du filtrage sur un dataset. On sait faire de la pagination, on sait faire du calcul d'agrégation et tout ça. Donc tout ça, on peut mélanger la recherche vectorielle avec la recherche classique et les outils classiques qu'on utilisait avant. Si vous avez la version commerciale, c'est le même principe. Au lieu de faire l'embedding vous-même via un autre script, vous passez directement le texte et puis on va générer automatiquement l'embedding pour vous. C'est le même principe. Pour être capable de faire de la recherche vectorielle, il vous faut 3 éléments, une capacité de recherche, d'indexation et de génération. Donc chez nous, la recherche chez KNN, on peut faire aussi de la recherche exacte avec des scripts, mais c'est beaucoup plus lent. Je vous invite plutôt à faire du KNN. Au niveau de l'index, comment ça se passe? Nous, c'est dans le mapping. On va dire qu'un champ, c'est un vecteur dense. Et donc à partir de ce moment-là, Elasticsearch saura comment se comporter avec ça. Vous allez voir que c'est un tableau de float, mais en fait, derrière, c'est un vecteur dense. Et puis pour la génération, ce que je vous ai dit, soit vous le faites à l'extérieur avec un script Python, soit vous le faites dans Elasticsearch si vous avez la licence, etc. Alors comment ça fonctionne en réalité tout ça?
Vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais mes deux documents, j'avais Leia, j'avais Luc, puis nous, dans notre tête, tac, on a posé comme ça Han Solo et on s'est dit, ah oui, c'est le plus proche. Alors comment c'est le plus proche? Ouais, parce qu'on a vu l'angle entre les vecteurs et on s'est dit, tiens, a priori, le plus proche, c'est Leia. Et Luc vient après, etc. Bah, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a fait du cosinus. Ah, moi, j'avais oublié tout ça, hein. Franchement, je ne me rappelais plus beaucoup. En tout cas, on va calculer un score. Je vais vous expliquer juste après exactement dans le détail ce que ça fait, mais on va calculer un score pour Elasticsearch. Donc un score, c'est un score de pertinence, hein. Et on va dire, on prend 1 plus le cosinus de l'angle et on divise le tout par 2. Alors pourquoi on fait ça? Bah, quand vous avez des vecteurs qui sont très proches, l'angle il est proche de 0 et le cosinus il est proche de 1. Donc si on fait 1 plus 1 divisé par 2, c'est égal à 1. Okay, donc voilà, des vecteurs confondus, le score est égal à 1. Si j'ai des vecteurs orthogonaux, le cosinus va être proche de 0. 0 plus 1 divisé par 2 égale 0,5. Puis enfin, si j'ai des vecteurs opposés, le cosinus va être proche de moins 1. 1 moins 1 divisé par 2 égale 0. Donc j'ai un score qui se balade entre 0 et 1. 1 étant vecteur parfaitement confondu. Alors parfaitement confondu, pas exactement, parce que là je parle que des angles, je ne parle pas des longueurs. Okay. Si je veux tenir compte de la longueur, il y a une autre façon de faire. Donc c'est dans le mapping d'élastique, vous dites en fait quel est l'algorithme que vous voulez utiliser pour le calcul de la similarité. Vous pouvez dire je vais faire du dot product. Je passe le détail, mais l'idée c'est de tenir compte de la longueur du vecteur. C'est ça. Petite anecdote d'ailleurs, mon fils Max, il y a quelques mois, vient me voir et il s'est complètement planté à son contrôle de maths, il était en première. Et en fait c'est ça, c'était les dot product qu'il avait à faire. Et c'est pas qu'il ne comprend pas, hein, c'est juste que lui, s'il ne sait pas à quoi ça sert, il voit pas l'intérêt de le retenir. Et donc il me dit, je vois pas à quoi ça sert ce truc-là, j'ai pas compris l'intérêt de ce machin. Je dis, bouge pas, je te sors mes slides élastiques, je vais t'expliquer à quoi ça sert le dot product dans l'élastique. Et voilà, maintenant il a compris. J'espère qu'il aura des meilleures notes. Max, si tu m'entends. Il y a d'autres possibilités. Il y a aussi, on tient vraiment compte de chacune des coordonnées des vecteurs et on fait une racine carrée avec des sommes des coordonnées des vecteurs pour tous les points que vous avez. Encore une fois, là, je ne mets que 2 dimensions, mais imaginez, hein, vous avez beaucoup plus de dimensions que ça. Donc, et ça le fait. Il y en a une 4e, mais je ne me rappelle plus du nom, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, quand on a commencé, on faisait du brute force. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire du script dans Elastic. Et donc, ce qu'on faisait sous forme de scripting, et c'était d'ailleurs la première implémentation dans Langchain4j, c'était sous forme de scripting. Donc, ma pull request consistait à utiliser aussi KNN maintenant. Donc, quand on fait du script, on prend tous les vecteurs un à un, on calcule le cosinus, et puis on trie ensuite en fonction du résultat. Mais ça, c'est très lent. À la place, on a implémenté un papier, donc c'est implémenté dans Lucene maintenant, qui s'appelle HNSW. Et l'idée, c'est de faire une approche par couche. On va regrouper en gros les vecteurs proches à peu près au même endroit, et à la fin, on va sélectionner que les vecteurs les plus proches, je sais pas, les 50 premiers les plus proches par exemple, et là, on va calculer les cosinus sur les 50 les plus proches. Ça veut dire que c'est approximatif parce que peut-être que dans notre rangement de nos vecteurs, peut-être qu'on en rate des qui sont importants, c'est possible. Donc, mais bon, ça, par contre, ça améliore carrément les performances du système. Comme Elastic sait à peu près c'est exactement, même pas à peu près, il sait exactement le nombre de documents par lesquels il va passer. Il fait d'ailleurs un switch automatique, c'est-à-dire qu'il sait que s'il y a très peu de vecteurs à aller interroger, autant faire tout de suite tous les cosinus et puis on basculera sur HNSW uniquement s'il y a besoin. Alors, on fait beaucoup de progrès, on contribue beaucoup à Lucene, c'est ce que je vous ai dit. On a augmenté le nombre de dimensions supportables, donc on peut maintenant, dans Elasticsearch en tout cas, supporter 4096 dimensions. Ça ne veut pas dire que parce que vous pouvez supporter 4096 dimensions, que vous devez utiliser 4096 dimensions. Parce que tout ça, c'est quand même très consommateur de ressources.
Euh, la recherche vectorielle, ça a besoin de beaucoup de mémoire. Alors c'est off-heap, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas limité à la taille de la JVM, mais néanmoins on va utiliser beaucoup de mémoire sur les serveurs, parce qu'il faut être capable de loger ces arbres-là dont je parlais tout à l'heure, vu qu'on voyait tout à l'heure, il faut loger tout ça en mémoire pour être capable de faire ces calculs de façon très rapide. Quand on envoie notre document JSON, on passe beaucoup de nombres sous forme de valeurs flottantes. Et donc ça fait des tableaux qui sont très très gros. Donc des documents JSON beaucoup plus gros. Donc du coup, l'indexation, elle est plus lente. Parce qu'il y a plus de choses à faire, il faut créer plus de structures aussi. Et puis on reçoit un document qui est un peu plus gros. Et puis le merge, qu'on appelle le merge des segments, est plus lent aussi. Le segment, c'est une structure qu'il y a dans Lucene, qui est une sorte de structure qui ne sera qu'en lecture. Et donc, au fur et à mesure où on indexe, on crée des nouveaux segments et au bout d'un moment, on fusionne les segments entre eux. C'est ça le merge de segments. Évidemment, quand vous avez des structures de données comme ça un petit peu complexes, voilà, ça prend beaucoup de temps. Alors, on a fait des optimisations. Avant, quand on faisait le merge des segments, par exemple, on recalculait tout l'ensemble de la structure HNSW, là. Et là, on a optimisé. Maintenant, on arrive à le faire un petit peu mieux qu'avant. Mais donc, c'est toujours lent. Alors, quelques bonnes pratiques. Évitez de chercher pendant que vous indexez, parce que ça va être très pénalisant. Pour ça, vous avez un truc qui est super utile dans Elasticsearch, qui est la notion d'alias. Donc, c'est des pointeurs vers des index concrets. Et donc, vous exécutez votre recherche contre un alias, et donc la recherche est redirigée vers un index A. Et ce que vous pouvez faire, c'est réindexer votre dataset sur l'index B. Et quand vous avez fini, vous faites un switch de l'alias. Donc l'index B, vous le faites sur une autre machine, par exemple. Vous pouvez faire ça. Et puis ensuite, vous faites un switch de l'alias. Et du coup, ça évite d'avoir cette pénalité. Excluez le vecteur du document JSON. Vous allez le voir tout à l'heure dans la démo, je vais vous le montrer. C'est ce que je vais faire, mais c'est une très très bonne pratique parce que le vecteur, en réalité, le tableau de nombres, il ne sert à rien à l'utilisateur. Donc, ce n'est pas la peine de le stocker. On en a besoin pour indexer, mais ce n'est pas la peine de le restituer. Et notamment au niveau des I/O réseaux, là, tout ce qui va transiter entre les nœuds élastiques et puis le client, bah, si vous éliminez le vecteur, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Vous pouvez réduire le nombre de dimensions et puis utiliser des octets plutôt que des floats. Je vais vous en parler ici, parce que tout ça, ça va avoir un impact sur la mémoire. Donc imaginez, là, j'utilise un certain nombre de dimensions, c'est ce qu'on voit sur l'axe des X. Puis chaque carré représente la taille mémoire qui est nécessaire, en fait. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle la quantisation. C'est de dire, plutôt que de stocker nos valeurs sous forme de flottants, on pourrait peut-être les stocker sous forme d'octets. On va perdre un petit peu en précision, mais finalement, ça va peut-être fonctionner aussi bien. Dans les tendances, ça va être à peu près pareil. Ça, maintenant, c'est ce qu'on fait par défaut dans Elastic. Si vous dites rien, automatiquement, on fait de la quantisation pour vous. Vous envoyez des flottants, on quantise en octets. On vient de rajouter dans la dernière version la possibilité même de faire de la quantisation sous forme de bits cette fois. Donc maintenant, c'est plus qu'un seul bit pour dire, pour représenter en fait l'information. Donc c'est pareil, ça se teste. Hein, et il faut voir avec votre cas pratique, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'il faut revenir sur la version flottante ou byte, etc. Oui. Tu as 0 et 1, ouais. Bonne question. Parce que en fait, le vecteur, il a plein de coordonnées. Enfin, c'est pas 0 et 1 pour toutes les coordonnées et pour une seule des coordonnées. Exactement. 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 C'est ça. Oui, oui, parce qu'avec une seule dimension ou deux dimensions, bah, ça va être très vite limité. Ouais. Non, non. C'est parce que tu as plein de dimensions que le système fonctionne. Mais encore une fois, ça se teste, hein, parce que évidemment, c'est plus approximatif. On gagne énormément en mémoire, mais bon. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est réduire le nombre de dimensions justement par vecteur. Si vous savez qu'il y a des dimensions qui sortent de votre modèle de machine learning qui vous servent à rien, ben à ce moment-là, vous les enlevez. Là, il n'y a rien d'automatique proposé par Elastic, c'est à vous de le faire à la main. Il faut bien connaître son modèle pour arriver à faire ça, mais voilà, peut-être que c'est une façon de réduire aussi la mémoire. Alors, vous ne faites pas abuser. Tous les éditeurs vont vous donner leur meilleur benchmark possible et compagnie, y compris nous, donner un benchmark et on va vous dire qu'on est les meilleurs.
Testez vous-même hein, dans des vraies conditions et puis vous verrez ce que ça donne. Il y a un site intéressant qui est indépendant qui publie justement les benchmarks des différents outils d'approximative KNN, donc de recherche approximative avec les couches là, dont je parlais tout à l'heure. Ce que ça montre, c'est que, alors c'est surtout sur Lucene, je crois, que ça a été testé, c'est que pour quelque chose qui tombe dans la JVM, c'est quand même super bien placé, genre en top 4, top 5, quelque chose comme ça. Et encore, on ne bénéficie pas encore de tous les apports de la JVM, de tout ce qui va arriver dans la JVM, et Panama notamment, qui va devenir encore plus intéressant, je pense, parce que nous, on ne peut pas utiliser directement le GPU comme ça et tout ça. Donc je pense que voilà, pour quelque chose qui tombe dans la JVM, en tout cas, c'est plutôt bien. Alors j'ai parlé de la recherche classique avec des termes, j'ai parlé de la recherche vectorielle, et si on combinait les deux. Donc l'idée c'est de je prends ma recherche par terme, je prends mon score de similarité vectorielle, et j'essaye de combiner les deux. On fait ça comment dans une requête? Là je fais une requête booléenne. Donc sur le champ description, je fais un match, vous avez vu, une match query, donc ça c'est à l'ancienne, dans Lucene je fais recherche par terme, par mot-clé, sur Summer Close. Je mets un facteur de boost, j'ai mis 0.1 ici, pourquoi pas. Et puis je rajoute aussi ma recherche KNN. Je dis, tu fais aussi une recherche vectorielle. Et donc je te passe mon vecteur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je mets un boost de 2.0. Ouais, parce qu'on a vu le score, hein, il va entre 0 et 1. Donc là, ça veut dire que je vais avoir un score entre 0 et 2. Donc il faut voir l'effet du terme, quel est le score du terme par contre, et combien ça match. Mais on va en reparler juste après de ça. Et puis je bénéficie toujours, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les filtres. Et on a même la notion de pré-filtre. Si vous savez que vous êtes dans le catalogue département pour femmes, par exemple, sur votre site marchand, c'est peut-être pas la peine d'aller prendre tous les vecteurs qu'il y a dans votre dataset. Vous pouvez pré-filtrer et faire gagner du temps à Elastic, notamment pour donner des résultats les plus adéquats. Voilà, vous pouvez faire de la recherche combinée sur une image et aussi sur un titre en recherche vectorielle. C'est pareil, vous pouvez combiner les scores de tout ça, comme vous voulez. Alors, on a sorti nous-mêmes un modèle de machine learning qui est embarqué dans notre version commerciale et qui permet de faire de l'expansion de texte. Donc, c'est une autre approche. C'est plus cette fois des vecteurs denses, c'est des vecteurs éparses. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avant, je vais vous dire que dans les dernières versions d'Elastic, on a sorti aussi une nouvelle API qui s'appelle l'inférence, qui vous permet d'aller faire l'inférence, donc la génération de vos vecteurs, en dehors d'Elastic, d'aller interroger un service tiers. Alors, quand je dis service tiers, ça peut être un service interne à Elastic. Par exemple, si vous choisissez comme service Elasticsearch, ça veut dire que je vais dans un nœud de machine learning dans lequel j'ai chargé un modèle, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ou je vais utiliser Elser, ce que je veux vous présenter. Et les différents types de tâches qu'on sait faire, c'est donc text embedding, de la complétion, du re-ranking et du sparse embedding. Elser, c'est du sparse embedding, c'est des vecteurs éparses. Alors comment on écrit ça? On dit par exemple, allez, je vais faire de l'inférence avec OpenAI, voilà ma clé OpenAI, voilà le modèle que je veux utiliser, ou avec Hugging Face, voilà mon URL de travail sur Hugging Face. Ou le dernier, qui m'intéresse le plus ici, je vais faire avec Elser, je vais faire du sparse embedding. Alors qu'est-ce que c'est que ce sparse embedding? Quand je vais donner en entrée les deux phrases que vous voyez, these are not the drawing you are looking for, et puis une autre phrase. En fait, ce que va générer Elastic derrière, c'est ce que j'appellerais, moi, pour essayer de le schématiser, c'est comme si c'était des synonymes dans ma phrase que je trouvais, mais des synonymes avec des poids. Contrairement aux synonymes que je peux mettre dans Elastic avec Lucene de base, ici, ils vont avoir des poids. Donc, il y en a qui sont plus importants que les autres à la recherche. Et comme on fait de la recherche sur des mots-clés, là, du coup, on bénéficie de toute la vitesse d'exécution d'Elastic et de Lucene derrière. Mais en tenant compte du poids de chacun des termes qu'on aura générés. Voilà, c'est plus un vecteur avec des dimensions fixes, c'est un vecteur, on va dire, avec des dimensions non fixes. On a vu la recherche basée sur les termes, la recherche basée sur les vecteurs denses, la recherche basée sur les vecteurs éparses. Et si on combinait tout ça? Oui, on peut combiner tout ça, mais on a un petit souci.
c'est les scores. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les scores de mes vecteurs, ils vont entre 0 et 1. Donc c'est mon premier algorithme de ranking ici. Et puis mes scores sur mes termes, bah, ça dépend. Ça peut valoir, voilà, par exemple ici, 1341, la valeur du score. Donc même avec mes boosts, si je mets mon boost de 0,1 sur les termes et que je mets mon boost de 2 sur les vecteurs, ouais, je pense que mes vecteurs, je ne vais même pas les voir, ils vont être écrasés. Donc il y a quelque chose qui s'appelle RRF, qui est un papier qui existe, où on dit on ne tient pas compte des scores. On va juste prendre les résultats du premier algorithme de ranking, les résultats du deuxième algorithme de ranking, et puis on va stripatouiller tout ça. Donc ce qu'on va faire en réalité, c'est qu'on va regarder juste les rangs. Un document, par exemple sur le premier algorithme de ranking, le document A, il est en rang 1, le document B en rang 2, etc. Et pareil sur le deuxième algorithme de ranking. Et on rajoute une valeur qui est fixe. Alors on a mis 60, qui est une bonne valeur par défaut. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça marche plutôt bien. Vous pouvez le changer. Donc on met, donc ça fait 61, 62, 63, 64, 65 pour le premier cas. Et pour le deuxième cas, c'est pareil. On regarde le rang de chaque document. Donc le document A, par exemple, il est en rang 2, donc sa valeur, c'est 62, alors que sur le premier algorithme, c'était 61. Et puis on fait une somme de tous les algorithmes de ranking qu'on a vus. Et donc on fait 1 sur 61 plus 1 sur 62 pour le document A, ça fait ce score-là. Et donc c'est celui-là qui sort en premier. Puis après, c'est le C, puis après, c'est le B, c'est le F. Donc il n'y a pas de poids prépondérant sur le score en sortie de chacun des algorithmes de ranking. Non, ce qui compte là, c'est le rang. Est-ce qu'un document sort beaucoup de fois sur les différents algorithmes de ranking et en bonne position? Bah oui, du coup, ils deviennent plus pertinents. Donc ça, c'est un papier que vous pouvez implémenter à la main. Il y a des gens en France qui ont fait ça. Ils font le calcul dans Elasticsearch du premier algorithme, du deuxième algorithme, et puis après, ils font ce calcul de RRF là, à l'extérieur. Avec la version payante, j'ai oublié de mettre le petit truc commercial, le petit bandeau, vous pouvez utiliser cette implémentation directement à l'intérieur d'Elasticsearch, donc ce RRF, ce calcul de RRF dans Elasticsearch. Voilà, donc on lui dit, c'est une nouvelle façon d'écrire ça d'ailleurs. On lui dit, voilà, sur le premier on fait du match, le deuxième on fait de l'expansion de texte, donc c'était Elser, et puis le dernier on fait du KNN, c'est la recherche vectorielle, et voilà, nos 3 algorithmes de ranking, et fait du RRF avec tout ça. C'est bon jusqu'à là? Alors j'adore mixer. D'ailleurs, ce que j'ai fait récemment. Sunnytech, j'ai mixé à Sunnytech. J'ai mixé au Deathless Toulouse. Très sympa. Et c'est d'ailleurs mon blog post. Mon podcast. Il est disponible ici si ça vous intéresse. Et donc tout ça, c'est l'occasion de faire une démo à propos de la musique. Au-delà de passer de la pub pour mon podcast. Donc l'idée de cette démo, c'est quoi? C'est de dire, à gauche, j'ai des fichiers audio sur mon ordinateur. Je vais passer les fichiers audio dans un modèle de machine learning. Ça va me générer des vecteurs pour chaque fichier audio. Je les indexe dans Elasticsearch. Et puis ensuite, je fais quelque chose, je chante. Donc je prends le son de mon chant. Je passe par le même modèle de machine learning, j'en génère un vecteur, je fais une recherche KNN et puis j'affiche les résultats. Donc c'est ça la démo. Donc faisons ça maintenant. Espérons que ça fonctionne toujours. Donc j'ai installé, c'est un Python notebook là. Désolé, hein, c'est un jug, je sais. Je ne l'ai pas encore, j'aimerais bien le transformer celui-là en version Java. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé pour les modèles. Bon, je ne sais pas comment faire. Donc j'ai importé là les bibliothèques Elasticsearch, j'ai importé un truc pour gérer mes fichiers audio, et puis surtout ici, c'est là, audio tagging, et ce truc-là, là, c'est là où j'importe le modèle de machine learning, en fait, c'est ça. Et le modèle, il est là. Je vais vous montrer un petit peu après des trucs sur le modèle. Donc je charge ce modèle, voilà, j'ai un modèle qui a été chargé. Et puis là, je vais faire un test de connexion avec Elasticsearch, en espérant que ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Alors, j'ai installé, je tourne en local ici sur mon poste avec une version basique, gratuite, c'est vraiment la version de base. J'ai pris une snapshot, donc en espérant que ça marche toujours. La 8.16, on est en 8.15.1, je crois, chez Elastic en ce moment. Et ici, je vais créer un index. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà fait. Ouais, de toute façon, je l'efface s'il existait déjà. Alors,
C'est ça. Donc s'il existait déjà, je l'efface, et sinon je crée mon index avec de la configuration. Et cette configuration, elle est ici. Donc qu'est-ce que je dis notamment? Je lui dis ici, tu vas avoir un champ qui s'appelle Audio Embedding. C'est du vecteur dense. Il a 2048 dimensions. C'est ce qui sort de mon modèle de machine learning. Il y a 2048 dimensions qui sortent du modèle. Je vais l'indexer. Et la similarité que je vais utiliser, c'est le cosinus. Okay. Donc tout à l'heure, on a vu, c'est là où je peux mettre dot product, où je peux changer la valeur. En fait, je pourrais enlever tout ça, il reconnaîtrait automatiquement, il ferait ça pour vous, mais là, pour que ça soit explicite, je le mets. Okay. Puis après, j'ai d'autres champs, un type keyword, le titre de la chanson, son genre, une date. Et ce que j'ai fait ici, je vais dans le underscore source, tu m'exclus le champ audio embedding. Donc, ce n'est pas la peine de stocker ce gros vecteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la bonne pratique. Surtout, pensez à faire ça. Ensuite, j'ai un petit script qui est capable de me lire mes fichiers audio dans un répertoire. Pas très intéressant. Par contre, celui-là est plus intéressant. Celui-là, ce script-là, il me permet de prendre un fichier audio. Il va le lire avec la librairie de chargement des fichiers audio. Et puis ensuite, sur la partie audio qui m'intéresse, c'est là où je vais appeler mon modèle et je vais faire l'inférence. Et c'est ici que je récupère mon tableau de vecteurs qui représente la représentation de mon son sous forme de vecteur. C'est ici, c'est dans Embedding. Et ensuite, j'ai un truc qui indexe dans Elasticsearch. Donc c'est une indexation très classique. Hein. J'envoie un document JSON avec dans la partie audio embedding, je vais envoyer le tableau de vecteurs que j'ai vu. La recherche, je vais vous le montrer juste après. Donc je vais exécuter la liste de mes fichiers audio. Donc voilà les fichiers audio que j'ai sur mon disque. J'en ai pas beaucoup. Hein. C'est pas non plus un truc de performance. Rappelez-vous du benchmarking. Hein. J'ai pas de notion de performance là. Et pour chacun des fichiers audio, ici, pour chacun des fichiers, je vais récupérer, générer avec le modèle de machine learning les embeddings. Et puis je vais dire stock ça dans Elasticsearch. Donc je le fais. Bon, c'est assez rapide. Vous voyez là, ce qu'on voit ici, là, ce truc-là, ben ça c'est la représentation vectorielle de mon fichier audio. C'est ce qui sort du modèle de machine learning. Il n'y a aucune intelligence dans Elastic là. Hein. On est d'accord, hein, le modèle il est fait à l'extérieur. C'est vraiment à l'extérieur que ça se fait. Et puis ensuite, ben, j'ai quelque chose. Donc je peux prendre un fichier audio. Donc imaginons que j'ai chanté. Nananana, 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 je fais du playback. Je fais playback. J'ai fait de mon mieux. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je récupère à partir de ce fichier audio les embeddings. C'est ça. Donc je passe par le même modèle de machine learning pour générer mon vecteur. Et puis je dis à Elasticsearch, fais-moi une requête avec ces embeddings. Alors qu'est-ce que c'est que cette requête? Elle est écrite ici. C'est une recherche, principalement on va se concentrer là-dessus, c'est une recherche KNN, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est une recherche KNN sur le champ comment il s'appelait, audio embedding, je crois. Et puis je lui passe le tableau de vecteurs que j'ai généré. Et puis c'est tout. Et j'exécute cette recherche classiquement. Et je récupère les 5 premiers résultats. Donc ça m'a donné quoi ma recherche? Je vais afficher les 5 premiers du coup. Okay. Je fais une boucle et j'agitère. Alors le premier, c'est moi-même. C'est normal, puisque moi-même, je suis proche de moi-même. Par contre, je suis un petit peu déçu. Vous voyez, je suis plus exactement égal à moi-même. Je devrais être à 100% là. Alors je pense que c'est lié aux approximations dont j'ai parlé. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on envoie un float, maintenant on fait de la quantisation. On passe ça sous forme de bytes. Et donc peut-être que c'est là où on a un petit décalage. Quoique, ça ne devrait pas arriver normalement, parce que non, ça ne devrait même pas être ça. Puisqu'à l'indexation et à la recherche, je passe par la même quantisation, je pense. Donc bon. Ouais, bon là, ben, qu'importe. En tout cas, ce qui est important, c'est que le premier, en tout cas de la liste, là, je le veux pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les autres. Donc celui-là, celui d'après, qui est très proche, 94, on va dire, de proximité. Puis après 88, 85, 84. Donc je vais prendre le premier, enfin le deuxième. Na 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 na
Na na na na na na na na na na na na na. Donc, vous avez vu, c'est super proche. Et là, je viens de vous avoir. Ok, vous ne faites pas avoir par les démos des évangélistes et tout ça, hein, parce que je truande. Comment je truande? Ben, en fait, il faudrait regarder le modèle de machine learning pour comprendre qu'est-ce qui fait ce modèle. La classification que ça fait ce modèle, c'est qu'elle dit, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui parle? Est-ce que c'est un homme qui parle, une femme qui parle, un enfant qui parle, une conversation? Est-ce que c'est quelqu'un qui crie? Est-ce que c'est un enfant qui rigole? Est-ce que c'est quelqu'un qui chante? Est-ce que c'est un homme qui chante, une femme qui chante? Quelqu'un qui... Ouais, enfin bon, bref, hein, vous avez vu. Quelqu'un qui mâche, quelqu'un qui applaudit, enfin, des animaux, des chats, etc. Puis après, il y a un moment, j'ai... Ah, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de la musique instrumentale? Est-ce que j'ai de la guitare basse, de la guitare électrique, de la guitare acoustique, etc. Donc vous voyez, la classification qu'il fait n'a aucun rapport avec les notes de musique ou la chanson que j'ai faite, etc. Moi, il se trouve que dans mon dataset, il y avait quelqu'un qui faisait de l'acapella, j'ai fait de l'acapella, c'est pour ça que c'est très proche. Okay. J'ai pas refait Shazam, pas du tout. Hein. Pas du tout. Voilà, donc est-ce que c'est autre chose, quoi, du violon, du cello, de l'accordéon et compagnie. Et donc, si je prends mon deuxième morceau, donc vous allez vous dire, ouais, non, mais c'est encore la même musique, mais oubliez la musique. En fait, le seul truc, c'est qu'il y a de l'acapella et puis il y a un petit fond de musique. Donc c'est peut-être pour ça que ça a éloigné mon vecteur finalement, parce que ça n'était plus que de l'acapella pure. Donc c'est sans doute pour ça que celui-là est en deuxième. Le troisième, c'est quoi? Donc aucun rapport musicalement, absolument pas. Par contre, il y a beaucoup de présence d'acapella, plus un peu de boîte à rythme ou quelque chose comme ça derrière. Donc, ok, c'est pour ça que ça reste encore proche. Et le dernier. Alors, la première fois que j'ai joué le truc, je me suis dit, ah, c'est super, j'ai une voix de chanteur d'opéra et tout. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que, voilà, c'est la voix est prépondérante ici. Bon, allez, on fait un deuxième exemple. J'ai le temps. Quelle heure il est? Deuxième exemple, je reprends un autre morceau de musique. Donc, ok, je génère les embeddings, je fais ma requête dans Elasticsearch, j'affiche mes 5 premiers résultats, le premier étant très proche de lui-même, toujours, donc je prends le deuxième. Donc là, on voit bien musicalement, rien à voir. Par contre, on a des violons, présence de violons assez importante, donc c'est pour ça que dans nos deux modèles, en fait, sont proches. Cool pour ça. Alors, ChatGPT est arrivé. Et là, tout le monde, les moteurs de recherche ont dit ah, c'est fini, on va tous mourir, etc. En réalité, moi, je constate complètement l'opposé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les SI, moteurs de recherche, c'était problème résolu, on a une barre de recherche, les gens mettent des mots-clés, c'est bon. Et là, tout d'un coup, les gens se sont mis à donner un peu plus d'amour à leur barre de recherche en disant ah, et si on proposait des services un peu plus sympas à nos utilisateurs et tout ça. Et au contraire, nous, ça a généré énormément d'intérêt, notamment pour Elastic, parce que Elastic est déjà installé un peu partout. Donc, sachant que ça fait aussi de la recherche vectorielle, vous avez tout sous la main, clac. Allez, c'est reparti, on y retourne. Alors, quand on fait du LLM aujourd'hui, du pur LLM, quand vous posez une question, votre question, elle est envoyée à votre LLM favori, qui a été entraîné sur de la donnée publique, et puis ça donne une réponse. J'ai tendance à dire à mes enfants, prenez ChatGPT et tout ça comme un pote. Il peut vous raconter des conneries, même si vous avez l'impression qu'il dit la vérité. Il va être très affirmatif dans ce qu'il répond, mais ça peut être une bêtise. Donc doutez, éventuellement. Alors des fois, maintenant, ChatGPT c'est amélioré maintenant. Il a moins ce ton pédant. Là, et il dit, quand je lui pose quelle est la dernière version d'Elasticsearch, par exemple, il me dit quand j'ai indexé mon dataset, c'est la 3.5 de ChatGPT que j'ai ici. Donc en 2022, la dernière version c'était la 7.10, mais maintenant ça a peut-être changé. Donc je te conseille d'aller voir sur le site. Donc ça c'est honnête, ça va, tout va bien.
Quand j'ai posé cette question-là, combien d'argent j'ai sur mon compte Revolut personnel? Ben, il m'a dit, je suis désolé, je ne peux pas t'aider avec ça. Pourquoi tu ne peux pas m'aider? Ben, je n'ai pas accès à tes données personnelles. Heureusement, je n'ai pas envie que mes données personnelles soient dans la nature, mes données bancaires soient dans la nature. Par contre, j'aimerais bien être capable de fournir la fonctionnalité. Si j'étais Revolut, j'aimerais bien que l'utilisateur puisse poser une question comme ça, par exemple, et que ça soit capable de répondre. Pour faire ça, vous allez faire ce qu'on appelle du RAG. Vous avez sans doute déjà peut-être entendu parler de ce terme-là. Où l'idée, c'est que la question que vous posez, au lieu de l'envoyer au LLM, vous allez l'envoyer à votre base de données vectorielle favorite. Bon, Elasticsearch, hein, pour moi. Je suis biaisé un peu. Et qui va vous faire votre recherche par terme, par vecteur, par ce que vous voulez, enfin, qu'importe, sur vos données métiers. Donc ça va vous donner un contexte, des documents que vous allez pouvoir envoyer au LLM. Et vous allez poser une question au LLM du style basé sur le contexte que je te donne, ne sort pas du contexte, fabrique-moi une réponse intelligible qui respecte telle et telle norme, etc. Et donc là, ça va vous donner une vraie réponse. Donc pour vous montrer ça, je vais vous faire une petite démo encore. Donc là, on a un truc qui s'appelle Playground dans Elastic. Donc là, je suis connecté. Pour cette démo-là, comme ça tourne dans Elastic, il faut obligatoirement que j'ai une version payante pour que je puisse me connecter, faire de l'inférence, enfin, et faire des appels à d'autres systèmes. Mais vous pouvez faire du RAG en dehors d'Elastic, hein. Vous prenez Langchain 4J, par exemple, vous allez faire du RAG avec Elastic comme base de données de vos documents, ou là où vous avez tout votre entrepôt de données d'entreprise, mais vous allez faire votre RAG avec votre LLM favori sans licence particulière. Donc là, ce que j'ai fait, ah oui, je ne l'ai pas montré ici, j'aurais dû le faire en build. Est-ce que je suis toujours connecté? Suis-je connecté? Oui. OK. Donc, je suis connecté. Je vais donc rajouter ici un data source. Donc, en fait, j'ai ici dans Workplace App Docs. Ce que j'ai, c'est en fait, on a indexé quelque part le wiki des pages élastiques en interne de l'entreprise. Alors, c'est des données de démo, donc il n'y a pas de données critiques là-dedans. Et donc là, je peux lui poser une question ici qui va être, par exemple, what is the compensation at Elastic? Un truc comme ça. Donc je lui pose la question. Donc là, il va interroger Elastic avec la recherche vectorielle. Là, je crois qu'il fait du Elser derrière, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah bah tiens, c'est marrant. Normalement, il me répondait. Pourquoi il n'a pas fait ça? What? Policy, d'habitude, il marchait. Il a marché tout à l'heure. Je réessaye. Alors, je ne sais pas pourquoi. OK. The context for client providing general compensation for an IT company does not mention Elastic. Ah, c'est parce que j'ai été très... OK. J'ai été très précis. What is our compensation policy? Je vais essayer celui-là. C'est parce que j'ai mis Elastic. En tout cas, ce qui est important... OK, voilà. Là, c'est mieux. Ce qui est important, c'est que dans ma recherche, ce qui a été fait, en fait, Elastic a retourné, avec la recherche vectorielle, les 3 premiers documents qui matchaient, donc les 3 plus précis, qui s'approchent le plus d'un point de vue vectoriel. Et ensuite, avec ça, il a fabriqué donc un contexte qu'il a envoyé au LLM, donc là, qui est Azure OpenAI. Il a envoyé des tokens et il a fabriqué une réponse. On peut lui dire aussi, modifier un petit peu le prompt, hein, answer in French in funny way. Ça marche pas toujours, hein, il n'est pas toujours drôle. Funny way. Et puis je peux lui dire who is Thomas Pesquet. Donc là, Elastic va trouver des documents. Parce qu'en recherche vectorielle, vous trouvez toujours quelque chose. Il y a toujours un vecteur assez proche. On n'est pas en recherche par terme. Il est où? Il est là. Il me dit oui. Ah ben là, il m'a répondu. Alors normalement, tout à l'heure quand j'ai testé, mais bon, il est capricieux le LLM, hein. Normalement, il aurait dû respecter ce que j'ai dit, c'est-à-dire je lui ai dit si jamais tu n'as pas la réponse dans les documents que je te donne,
c'est pas la peine de m'inventer quelque chose. Bon, là, il se trouve qu'il a inventé quelque chose. Il n'aurait pas dû, je n'ai pas compris pourquoi. Et puis, c'est pas très drôle, sa réponse non plus. Bon, là, je suis pas sûr qu'il ait vraiment respecté ce que j'ai dit. Alors, ce que je veux vous montrer ici, ce qui est sympa dans Playground, c'est que si vous avez envie de faire ce développement pour votre barre de recherche à vous, avec plus de succès que moi, vous pouvez aller ici dans View Code. Et pour l'instant, c'est que du Python, mais j'espère qu'un jour, on aura peut-être aussi en Java un exemple de code. Donc, par exemple, je veux faire du LangChain Python avec OpenAI. Voilà, il vous donne tout le petit script que vous avez. Vous faites un copier-coller de ça et vous avez implémenté votre RAG. Vous voyez ici, c'est les instructions. Hein. Vous êtes un assistant, répond en français, répond seulement blablabla avec le contexte, et voilà le contexte, etc. Donc ça, c'est votre RAG qui est tout implémenté, tout prêt à l'emploi quasiment que vous pouvez faire. En Python ici. OK. Alors, vous vous rappelez de ma question de tout à l'heure? Combien d'argent j'ai sur mon compte personnel Revolut? Il se trouve que j'ai un collègue, alors ce n'était pas du tout prévu, hein, mais j'ai un collègue qui a fait une démo et j'ai dit mais c'est exactement ce que je voulais faire. Donc là, je simule un compte bancaire. Donc si vous faites une recherche classique par terme, peut-être que vous n'allez pas trouver. Mais maintenant, si vous faites une recherche en langage naturel, il va faire une recherche vectorielle avec la même chose. Et là, il va vous trouver, alors cette fois, ce n'est pas des mots, mais des choses qui ressemblent. Okay, peut-être qu'il va trouver des trucs. Mais encore plus fort, vous pouvez lui dire, là, c'est la partie RAG. Combien j'ai dépensé au SPAR. Voilà. Il dit, OK, voilà, basé sur ce que tu as dépensé 190 $. Donc il a fait le RAG, il est allé chercher dans les données bancaires qui ne sont que de votre entreprise, et ensuite, avec les réponses qu'il a eues, il a demandé au LLM de fabriquer une réponse propre et intelligible. Alors, petite conclusion. En 8.14, donc avant la version qui est maintenant disponible, quand vous vouliez faire de la recherche élastique, ça pouvait être assez compliqué. Alors d'abord, donc là, je parle de la génération de l'inférence dans Elastic. Donc là, l'idée, c'est je fais de la génération de vecteurs à partir d'un texte avec E5, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Microsoft E5, que j'ai chargé dans mon nœud de machine learning. Et quand je veux indexer, le mapping que je dois donner, c'est je te fais une partie qui va être le texte en clair, parce que je vais être capable de faire de la recherche hybride entre le texte et le texte sous forme de vecteur. Donc je fais un deuxième champ qui s'appelle quote E5, qui va être de type vecteur dense. Et en gros, quand j'indexe, je dois présenter les deux, la version texte et la version vectorisée du texte. Et puis quand je fais une recherche KNN, comme on a vu jusqu'à présent. Hein, je lui dis, voilà, fais une recherche KNN, plus peut-être la recherche sur les mots-clés sur le texte, que je n'ai pas mis dans l'exemple. En 8.15, on simplifie tout ça, on rajoute un nouveau type de champ qui s'appelle le semantic text. Et donc, c'est ce qu'on voit à quote I5, là, qui est de type semantic text. Et ce que je fais, c'est que je prends mon champ quote, qui est de type texte. Je vais toujours faire de la recherche, l'indexation lexicale mot à mot. Et je lui ai dit, à l'indexation, tu vas aussi copier le contenu de ce texte dans le champ quote I5. Et automatiquement, tu vas faire l'inférence en passant par l'ID d'inférence que j'ai fait. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand j'indexe maintenant un document, j'envoie juste le texte et il fait l'inférence automatiquement pour nous. On n'a plus à envoyer les deux versions. Okay, il le fait. Et la recherche, elle est beaucoup plus simple. Maintenant, j'exprime ma recherche en disant je fais une recherche sémantique sur le champ E5, voilà le texte que je fais, et il calcule les vecteurs automatiquement et tout. Ouais. Multifield, c'est l'équivalent, c'est copy-to. C'est l'équivalent de multifield. Mais enfin, plus ou moins. Mais ça existe toujours, la notion de sous-champ. Tu peux toujours le faire, ça. On aurait pu, d'ailleurs, le même sous forme de sous-champ, ouais. On aurait pu faire ici, dessous copy-to, là. À la place de copy-to, on aurait pu mettre properties, E5, type semantic text, et je pense que ça aurait copié automatiquement. Je n'ai jamais testé ça. En tout cas, voilà, dans la 8.15, parmi les nouveautés qu'il y a notamment l'arrivée de ce nouveau type de champ qui s'appelle semantic text, qui va simplifier l'écriture pour le développeur. Ça va être un petit peu plus simple. Donc pour faire un bon moteur de recherche sémantique, il vous faut une base de données vectorielle capable de stocker, d'indexer des vecteurs,
voilà, qui est capable de générer des embeddings éventuellement. Et puis ensuite, capable de faire la recherche en elle-même et de combiner tout ça. Ce qui est bien dans les entreprises, c'est que vous mettez sur vos documents élastiques des notions de sécurité. Peut-être que la recherche que j'ai faite sur la compensation tout à l'heure, je sais pas, la politique de compensation, elle devrait être visible que par les RH et pas par les ingénieurs. Bah ça, en mettant de la sécu au niveau des documents, c'est très simple, c'est natif dans Elastic. Donc j'espère que maintenant vous saurez que Elasticsearch est aussi fait pour la recherche sémantique. Vous retrouverez les slides de cette présentation avec ce QR code. Et voilà, si vous avez des questions, je les prends maintenant. Vous faites des photos de moi? Ah non, vous prenez le QR code, c'est ça. Ah là 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 là. Ouais, vas-y. Attends, je te passe le micro si ça te va. Sinon, j'aurais répété. Merci. Question sur le dernier slide que tu as montré, sur les différences version 8.14, 8.15. C'était sur la version avec licence, la version payante ou... Celle-là, comme pour Donc le type sémantique texte, ouais. en fait, il va être... Tu peux, comme l'inférence, tu l'as fait à l'intérieur d'Elasticsearch, obligatoirement, c'est avec la version payante. Okay. Mais le type sémantique texte, du coup, on peut l'utiliser quand même en version... gratuite, mais je vois pas l'intérêt du coup. Ouais, c'est ça, du coup, il y a pas... Je pense pas qu'il y ait d'intérêt parce que non, il te simplifie l'écriture quand tu as la version payante. Okay. Est-ce qu'un jour ça va passer dans Basic, ce truc-là? J'aimerais. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? C'était clair? Ok. Ça a l'air. Super. Ben, merci. Et puis donc on va passer à la tirage au sort, c'est ça? Et puis après, deuxième talk. Ouais, on fait une petite pause là. 2 Petite secondes. pause. Moi, j'ai juste le temps que je boive un coup et que, et que je prépare les autres slides. On va parler d'un autre sujet complètement différent. Vraiment, tout à fait différent. On peut déjà l'applaudir pour cette première partie. Merci.